IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons essayer de voir dans le noir ce soir, parce que dans le noir, on voit mieux. Ce sont les épreuves d'une chamane de Céline D'Artagnan. J'adore ce nom d'Artagnan, qui est avec nous à l'antenne ce soir. Lié ma édition. Bonsoir Céline. Bonsoir Joël. Alors Céline D'Artagnan vient d'un endroit où l'on n'entend pas le chant des oiseaux, un endroit où l'on grandit avec des présences invisibles. Après ses études, elle travaille 10 ans en tant que planeur stratégique en agence de publicité pour une cinquantaine de marques, puis pendant 6 ans au sein du groupe TF1 qui la fera évoluer entre projets spéciaux, musique à l'image, création du département Big Data et régie publicitaire. Céline, c'est quoi un planeur stratégique ? Ça me fait planer. Alors, un planeur stratégique, c'est un métier qui a été inventé dans les années 60 par des publicitaires anglais. Et la fonction du planeur stratégique se retrouve uniquement en agence de publicité. Et c'est quelqu'un qui va aller analyser le comportement des consommateurs, pour faire très simple. Donc, vous avez été consultante chez TF1 pendant de nombreuses années. Vous avez participé à la musique des génériques de Téléfoot, les mystérieuses cités d'or, etc. Ça a été un bon endroit quand même. C'était sympa. Très sympa. C'est un groupe où effectivement il y a beaucoup de métiers, où on peut évoluer, on peut voir beaucoup de choses. On rencontre énormément de profils de personnes différentes avec une grande capacité d'ouverture d'esprit. Après, ça reste une grosse machine, hein. Donc, mais ça a été 6 années assez sympa. Vraiment assez sympa. Mais en 2011 commence une étrange loi des séries qui se répétera tous les 27 mai durant 3 ans. Comment se fait-il que ça s'est répété toujours le 27 mai ? Quelle réponse vous avez à ça ? Ouais, je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, je n'étais pas encore chez TF1, hein. Moi, je suis rentrée chez TF1 fin 2013, mais ça a démarré effectivement le 27 mai 2011. Et on prend conscience effectivement qu'il se passe quelque chose d'assez tordu, hein, avec cette date qui se répète tous les ans, quand on prend du recul. C'est-à-dire qu'au bout de la 3e fois où vous avez votre anniversaire, parce que je suis née le 12 juin, donc vous avez votre anniversaire à l'hôpital, vous dites, bon, il y a quand même un truc qui ne va pas, quoi. Là, je ne peux pas aller voir ma famille, je ne peux pas encore fêter mon anniversaire avec mes amis, qu'est-ce qui se passe ? Je ne pourrais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est enfin, je pourrais pas l'expliquer. En tout cas, l'explication, moi, que j'en donne aujourd'hui, 10 ans après, avec du recul, c'est de me dire qu'on m'a très gentiment mis sous le nez qu'il fallait déjà que je prenne mon temps et que j'avais une autre route qui devait se dessiner. Et alors, au début, ça, on ne le voit pas du tout. On reviendra sur ces hôpitaux. À 4 ans, vous avez un squatteur qui s'immisce dans vos rêves et aussi dans votre maison au 27 rue Voltaire. C'est une maison qui est située au-dessus du périphérique, en banlieue, c'est ça ? Oui, oui. On a grandi dans un logement social. Et effectivement, on avait, alors dans le livre, je l'appelle le locataire invisible, qui est une vraie histoire, hein. C'est un monsieur qui avait cet appartement avant qu'on rentre dans cet appartement avec mes parents et qui a eu un accident de voiture en rentrant je crois en rentrant de Versailles ou en rentrant de la Normandie. À partir de toute petite, je vais le voir, ma sœur va le voir. Et ma sœur a récupéré l'appartement temporairement. La petite de ma sœur, qui a 3 ans, le voit. Parce qu'il est toujours logé à peu près au même endroit dans l'appartement. Donc, on a grandi avec ça, ouais. Et ma mère l'entend aussi. Oui, vous êtes une famille de visionnaires, vous voyez, vous entendez. Il s'immisce tellement dans vos rêves que vous avez voulu vous envoler du 12e étage. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose Tout ça, c'est que quand on reprend du recul, on s'aperçoit de choses vraiment un peu flippantes avec le recul. Alors, bon, faut savoir que c'est un logement social qui donc est dans une barre HLM qui donne sur le périphérique. À l'avant-dernier étage, on est dans un étage très élevé, le 12e. On voit tout Paris. Ça, c'est vraiment, par contre, le truc un peu cool. Et avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, on fait toujours, toutes les trois, ma mère, ma sœur et moi, les mêmes rêves où on s'envole du 12e, on saute du 12e étage. Moi, parfois, je m'en vais avec une tyrolienne. Petite, j'ai failli tomber du 12e étage. Il est arrivé la même chose aussi à la petite de ma sœur. Donc, on se dit que l'appartement y est pour quelque chose. Et c'est assez étrange puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes rêves il n'y a pas si longtemps que ça à propos de cet appartement, avec ces rêves où vraiment on s'envolait, où on tombait du 12e étage. Est-ce que vous avez le vertige ?
Non, non, je pratique l'escalade. Vous avez dépassé le vertige. Vous assistez aussi, enfin, vous assistez à un bébé jeté par la fenêtre. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi dans une maman qui achetait pas un bébé, mais qui a, qui a envoyé sa gamine par la fenêtre. Donc, ce qu'il y a dans votre livre, c'est des choses qu'on a vécues aussi, même si on ne les a pas visionnées. Il y a aussi cette histoire qui m'a beaucoup plu, c'est, je ne sais plus si c'est votre grand-mère qui faisait ça, mais de préparer les tasses pour le lendemain matin, le déjeuner du lendemain matin avec le torchon à carreaux par-dessus. Et ben moi, c'était comme ça aussi chez moi. Ouais, je vois ça dans peu de familles, mais dans les anciennes familles françaises, effectivement, avec le petit-déj qu'on préparait, les bols normands ou bretons avec le nom. Ouais. Donc c'est amusant. C'est un livre qui se lit comme un roman. Donc vous avez énormément de visions. À un moment, vous prenez un chien qui s'appelle Platon et non bon, vous voyez un peu sa mort avant qu'elle arrive. Et c'est surtout intéressant de savoir que votre mère entend les pattes du chien qui trotte sur le lino dans les jours qui suivent la mort du chien. Donc, comment vous expliquez que vous êtes d'une famille bergère algérienne, des Touaregs, de l'autre côté, vous avez un père arménien, votre nom de famille, Vartan ou Vardan, vient d'un moine durant l'occupation centenaire des Mongols. Est-ce qu'il y a des peuples qui sont plus proches d'avoir des visions qui sont... Je sais pas. Ces histoires, effectivement, d'élus, hein, c'est assez marrant, ou d'avoir de lignées, c'est quelque chose qu'on va retrouver, effectivement, dans pas mal de peuples ou tribus. C'est très important chez les Mongols de savoir d'où on vient pour raconter l'histoire. J'imagine aussi que chez les Berbères Touaregs ou les peuples nomades de là où aussi on est originaire, c'est important de se rappeler cette lignée. Après, je pourrais pas l'expliquer, oui. J'imagine que ça joue certainement dans le fait après de devenir chaman dans cette histoire, mais en tout cas. Alors, chaman, c'est plutôt pour les Mongols. Quel est le nom qu'on donne dans le Maghreb pour les femmes qui voient Ça dépend, ouais. Alors on dit on chouffe, donc on voit, donc c'est les chouafas, c'est celles qui voient. Mais il y a aussi chez les Gnawa, donc qui est cette tribu, effectivement, cette confrérie d'esclaves au Maroc qui fait ce qu'on appelle des lilas. Donc ils jouent toute la nuit justement pour tous ceux qui sont possédés. Et donc celui qui va diriger la lila va s'appeler le malem. Donc il y a des noms un peu différents effectivement un peu partout. Par exemple, le chaman en Mentawai, de la tribu des Mentawai en Indonésie s'appelle le Sireke. Voilà, il y a toujours un nom, en tout cas pour désigner celui qui va voir, celui qui peut soigner, etc. Votre premier maître, vous dites que ça a été votre mère. Elle vous faisait faire des petits exercices mentaux avant de vous endormir. Pourriez nous en donner un de ces exercices? Oui, c'est vrai. J'ai une maman qui m'a bercée avec le livre un peu de développement personnel de Dr Murphy. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, Dr Murphy développe la pensée positive et le mot juste. Donc, c'est à chaque fois que je devais m'endormir, ma mère me disait de visualiser ma journée, une journée complètement fluide, une journée positive, sans aucun embûche, que des bonnes notes. Et voilà. Et elle me demandait beaucoup de visualiser avant de dormir. Ça, c'était vraiment l'exercice qu'elle me demandait de faire à chaque fois. Et elle priait? Énormément. Alors, elle prie toujours. Ma mère, je pense que elle a été sainte dans une vie parce que c'est pas possible autrement. Mais oui, elle prie énormément tous les jours et elle fait elle-même ses prières et elle a un petit carnet de prières et voilà, elle invente elle-même ses prières. Et puis le psaume de David, je crois que c'est le 91, c'est ça, ou le 51? C'est ça, ouais. C'est très important quand on a un problème. Ma mère, oui, c'est vrai que elle a peur pour ses enfants, hein, comme toutes les mamans, qu'il leur arrive des bricoles ou j'en sais rien. Donc, elle m'a toujours donné ce petit psaume pour qu'il m'arrive rien, quoi. Donc, elle m'a toujours entraînée pour que je le lise à voix haute, que je le répète, que je l'apprenne par cœur, qu'il soit écrit quelque part, plié en 8 dans mon sac à dos. Ouais. Moi, je fais la même chose avec mes enfants, mais donc, est-ce que vous pouvez nous le donner, ce
ce psaume de David, est-ce que vous le Alors, connaissez? je ne le connais pas par cœur, mais c'est Bon, ouais, je crois voilà. que c'est assez long, oui. Oui, il est assez long, ouais. J'en vois sur ta route. Ce psaume permet en fait de comprendre que peu importe le chemin qu'on prend, peu importe la route sur laquelle on est, en tout cas, c'est un psaume ou c'est une prière qui enlève les obstacles et qui fluidifie en tout cas son chemin. Ça, c'est vraiment, je trouve, le message principal de ce psaume pour avoir. Voilà. Et donc, quand on rentre en transe ou quand on va rentrer en cérémonie sur des choses qui peuvent nous paraître un peu flippantes au premier abord, c'est une des premières prières que j'ai faites pour éclaircir ce chemin et me retrouver dans la lumière, en tout cas. Alors, c'est pas facile d'avoir des visions parce que vous voyez votre amoureux avec une autre femme qui sort d'un restaurant. C'est jeune. Ouais, ça c'est dur, hein. Quand j'étais jeune, c'est dur, ouais. J'étais super jeune, j'avais effectivement un amoureux et je rêve qu'il sort du restaurant avec une autre femme et je me réveille en pleine nuit, je me dis c'est pas possible, c'est tellement vrai que ça peut pas être un rêve et je me dis quitte à passer pour une cinglée, je veux appeler et donc j'ai appelé et il m'a traité de sorcière déjà, il m'a dit oui et ensuite il m'a demandé pourquoi je le suivais et alors là, ch'ting, j'ai fait attends, ça c'est pas normal que tu me dises ça. Donc, je lui ai confirmé que je le suivais pas, quoi. J'étais chez moi en pyjama. Et ça l'a tellement choqué qu'il m'a avoué qu'effectivement, il venait de sortir du restaurant avec une autre femme, etc. Et qu'il datait quelqu'un d'autre. Ça c'est horrible parce qu'on se rend compte que personne ne peut rien nous cacher. C'est clair. Et ça fait qu'on reste seul, parce que quelque part, vous le dites à la fin du livre, être chaman, c'est aussi être seul. Mais on reviendra sur ce sujet, parce que je pense que vous n'êtes pas seul. À un moment, vous partez à Cannes pour votre travail, vous faites une chute dans un escalier assez importante. C'était un 27 mai, ça? Et oui, ben, c'est là que ça a commencé, oui. Je déménage à Cannes pour du travail et j'emménage surtout dans un petit immeuble très cossu, très bourgeois, type canois, avec des hauteurs sous plafond de 4 mètres. Et donc, les escaliers vont avec. Dans l'immeuble, il y a 2 étages et ce sont des escaliers en marbre assez immenses. Et un matin, comme j'ai toujours été extrêmement matinale, parce qu'il y a vraiment des matins où je pars à 6 heures du matin, je vais pour, je crois, envoyer un message à ma sœur et je fais pas attention. Mon pied reste en suspens pendant que j'envoie le texto et en fait, mon autre claquette glisse et je pars dans les escaliers. C'est assez violent parce que les escaliers en marbre, ça fait mal. J'ai eu de la chance de pas en fait tomber en tourneboulant. Enfin, vraiment, voilà, j'aurais pu, je pense, ils l'ont dit de toute façon à l'hôpital, j'aurais pu mourir sur le coup. Ça, c'est leur premier point. Et en fait, je me suis fracturé l'avant-dernière vertèbre, le sacrum. Donc, je l'ai cassé, déplacé. Oui, c'est pas anodin de ce que c'est le sacrement, c'est quand même la vertèbre sacrée. Donc, ça vous hospitalise un moment quand même, mais vous décidez que vous allez vous en remettre. Après, vous retournez à Paris, et c'est à ce moment-là que vous avez des problèmes et que vous faites, on peut dire, un AVC. Bah, pas un AVC, un burn-out, ouais. En fait, un an pile après, bah, je travaille trop et donc j'ai un déjeuner pro et pendant le déjeuner pro, je me relève pas, j'arrive pas à me lever. Et s'ensuit toute une série de choses, mais en tout cas, j'atterris finalement aux urgences. Et aux urgences, en fait, je commence à être totalement paralysée du côté gauche, donc la bouche, le bras gauche, la jambe gauche, j'arrive même plus à parler. Et donc à l'hôpital, ils disent ah, bah, elle est en train de nous faire un AVC, puisque c'était tout gauche. Donc on fait un test, etc. Donc bah, je passe des scanners du cerveau, voilà, ou des IRM, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, il n'y a rien. Et ensuite, on se dit, ah, mais non, mais elle a l'âge d'avoir peut-être une sclérose en plaques. Donc, on fait des tests pour savoir si c'est une sclérose en plaques. Enfin, je reste quand même assez longtemps aux urgences. Hein. Je crois que je reste quasiment la journée. Hein. Et finalement, non. Et on se rend compte que je suis brûlée, quoi. Je suis fatiguée. Et je décide de mon plein gré alors l'histoire est un peu plus longue, mais je décide qu'on m'amène à Sainte-Anne parce que j'ai plus du tout envie d'entendre du bruit, j'ai plus du tout envie j'ai plus la force en fait de discuter avec les gens ni rien, je suis vraiment fatiguée et donc on me met dans une clinique de repos aux abords de Paris où je vais dormir pendant franchement entre 10 et 14 heures par jour pour récupérer et voilà, donc je ne fais que dormir. Et vous y restez combien de temps?
C'est assez flou, mais je crois que j'y reste entre 1 et 2 mois dans une chambre qui donne face à un cèdre du Liban. On m'enlève tous les médicaments quand j'arrive, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait médicamenté en arrivant à la clinique. Et à la clinique, ils m'ont tout enlevé parce qu'ils m'ont dit que c'était pas du tout mon profil et qu'il fallait pas ça. Et donc, j'ai l'espace et la tête qui tourne pendant un bon mois, 2 mois. Et là, on va au plus profond de soi il y a comme une boîte noire quand on se dit mais qu'est-ce que je fous là, et en même temps on peut pas bouger parce que le corps il a dit stop. Et là, vous entendiez des voix. À cette époque-là, vous aviez plus de vision. Enfin, Non, là j'avais très peu non, j'avais pas de vision. En revanche, j'avais toujours les mêmes rêves qui étaient que je m'échappais de la clinique. Là, c'est marrant parce que je m'y suis mise mais je voulais m'échapper. Non, à ce moment-là, quand le corps de toute façon n'est pas aligné, etc., on voit rien. On n'a pas de vision, on a très peu de rêves, ou alors on a des rêves qui sont c'est pas des visions, hein, c'est très des rêves liés à la conscience, avec ce qui se passe. Moi, j'avais vraiment à cœur de reconnecter mon cerveau et mon corps, parce que j'avais l'impression que j'avais 2 trucs dissociés qui n'arrivaient plus à se parler. Ça, c'était vraiment la grosse peine, et ça a mis beaucoup de temps à revenir. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez tiré les cartes, vous êtes amusé avec la cartomancie ou ça a été après? Oh, c'est un peu tout le temps. Alors ça, la cartomancie. En fait, ma mère m'a mis un livre d'ésotérisme dans les mains quand j'étais assez jeune, à l'adolescence, où j'ai appris l'astrologie, la cartomancie, la géomancie, etc. Puis après, quand je suis sortie, effectivement, des années plus tard, je suis sortie de cet événement et je suis rentrée chez moi après le burn-out. J'ai commencé justement avec une copine arménienne, Yana, à apprendre à lire dans les cafés, à retirer les cartes, enfin vraiment faire des choses qui me plaisaient, quoi, qui me détendaient, parce que je ne faisais que travailler. Donc, à un moment donné, il fallait bien que je trouve quelque chose qui m'éloigne du travail. Et ça, voilà. J'ai commencé à recevoir des copines à la maison pour leur lire, après, faire de la géomancie. Donc, j'avais des copines qui venaient à peu près tous les soirs avec la géomancie, le café, etc. C'était le club. Mais vous arrêtez, hein, vous dites règle numéro 1, ne pas faire confiance si l'on n'a pas à ses côtés une équipe solide dans le monde invisible. Règle numéro 2, ne jamais regarder le futur parce qu'il est mouvant et que rien n'est immuable, donc ne pas tirer les cartes. Comment savoir si on a une équipe solide dans le monde invisible? Ça c'est parce qu'on travaille avec eux jour après jour, et lors effectivement des cérémonies, des prières, etc., on se retrouve toujours avec eux et ils nous emmènent au bon endroit, ils nous font discuter avec les bons esprits, donc on sait qu'à un moment donné on est avec la bonne équipe. Et ensuite, effectivement, tout ce qui est divination, c'est comme on dit, on entend, mais on doit oublier. Parce que derrière, il y a effectivement cette idée que le futur est quelque chose de mouvant, quelque chose qu'on peut même avoir une emprise dessus. On peut choisir un chemin et pas un autre, hein. Et même si quelqu'un vous dit ça sera ce chemin, vous avez le pouvoir de dire non, j'ai pas envie, c'est un autre chemin qui se passe. Donc, c'est là où je pense que la divination peut aider de temps en temps à y voir plus clair, à prendre des décisions. Mais bon, moi, j'évite la plupart du temps. C'était plus pour le faire effectivement avec mes amis. Après, il faut le remettre dans son contexte, la divination dans son contexte, dans un contexte où je suis nomade en plein désert du Sahara. C'était pour savoir si effectivement on devait refaire partir la caravane aujourd'hui ou si on allait se prendre une tempête. Enfin, on était plus dans ce genre de divination. Ok, avec les éléments. Ensuite, vous rencontrez un homme qui vous propose de partir 10 jours à New York, 15 jours à Los Angeles et la dernière semaine à Burning Man pour faire des cérémonies chamaniques. Et là, vous n'avez pas du tout envie de prendre des produits. Vous y allez quand même. Alors, à ce moment-là, j'ai un ami, effectivement, ça fait quelques années qu'il apprend au Pérou avec sa femme, au sein de la tribu des Shipibo, donc une tribu péruvienne qui utilise l'ayahuasca mariposa. Donc, à ce moment-là, quand on reprend contact, eux, ils me disent, nous, on part en vacances aux États-Unis, faire des cérémonies. Et lorsque vous passez par toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, à un moment donné, vous faites le vide autour de vous et vous vous retrouvez avec personne, pas peu d'amis, parce que vous faites vraiment un gros tri. Et donc, quand vous avez quelques amis qui vous disent on part aux États-Unis,
On dit bon, allez, on va y aller. Ça va être une super aventure. Sauf que moi, j'occulte le côté complètement ayahuasca, cérémonie. Ça m'intéresse pas. Moi, je me dis juste, je vais profiter d'être avec le groupe pour partir à New York, à Los Angeles, à Burning Man, etc., etc. Et en fait, j'ai pas compris au début qu'eux, ils y étaient vraiment pour faire que des cérémonies, effectivement, d'ayahuasca, des cérémonies des cérémonies de chamaniques. Et donc je teste avant de partir. Alors moi je prends rien, hein, je fume pas, rien, je prends pas de drogue, mais je teste voilà à Paris avant de partir. Effectivement pendant cette cérémonie à Paris, on me présente un verre d'ayahuasca que je ne prends pas parce que je trouve que l'odeur c'est vraiment répulsif. Mais en revanche, je vais chercher une petite cuillère et je vais prendre une petite cuillère à café et je vais voir beaucoup d'images, de visions. D'ailleurs, des visions que je vais comprendre même des années plus tard, que je n'aurais pas compris tout de suite. À la suite de ça, je me dis, bon, ben voilà, maintenant, ça ne m'a pas fait peur. Je sais ce que c'est une cérémonie. Je vais pouvoir partir en vacances avec eux. Mais bon, voilà, les vacances, ce n'était pas des vacances au sens où on l'entend. Donc, ça démarre vraiment à Upstate New York, voilà, aux États-Unis, où eux, ils sont dans une ferme où c'est une ferme qui reçoit beaucoup de New-Yorkais le week-end pour cultiver beaucoup de champs de légumes, de fruits en biodynamie et biologique. Il y a des cours de yoga. Enfin, c'est vraiment voilà assez New Age, etc., assez holistique. Et il y a ces cérémonies qui sont faites par mes amis. Donc, je fais partie de ce lot de gens qui vont aux cérémonies. Donc, on est une trentaine, hein, c'est quand même beaucoup. Et donc, soir après soir, je vais faire ces cérémonies avec eux. Je vais voir soir après soir beaucoup de visions. Pendant les 2 ou 3 premières cérémonies, je vais prendre toujours cette toute petite cuillère à thé d'ayahuasca. Et puis, à la fin, je vais surtout comprendre que j'en ai pas besoin. Que je peux faire en fait converser avec la plante sans nécessairement prendre de voilà. Et surtout, il y a durant toutes ces cérémonies, il y en a une qui est beaucoup plus forte que toutes les autres. C'est ce moment où je me dis tiens, je regarde la pleine lune, je me dis oh mon Dieu, ça va être un peu tough ce soir, ça va être dur. Et effectivement, ce soir-là, je pense en transe parce que mon corps vraiment, il se passe un truc incroyable, mais mon corps rentre enfin je tremble, puis après c'est l'apaisement total, puis je tremble, puis c'est statique, puis je tremble, etc. Puis après j'entends effectivement un de mes esprits ancêtres, qui est donc mon esprit ancêtre du côté Touareg, qui me dit de ne pas avoir peur. Et là je me dis tiens c'est marrant, je suis sûre que c'est pas mon imagination. Enfin, il y a quelque chose de vraiment différent. En fait, c'est ce truc qui fait qu'à un moment donné, quand je sors de cette cérémonie, le lendemain, je vais tirer le fil et je vais commencer à aller chercher ailleurs en me disant, il y a quelque chose qui cloche avec cette sensation, avec cette vision. C'était trop vrai. C'était vraiment comme si j'avais eu quelqu'un au téléphone. Et puis cette manière d'être estatique, puis dans les pleurs estatiques, dans les pleurs, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je suis rentrée chez moi. À Paris. Là a commencé un étrange ballet de gens qui venaient me parler la nuit. Ça, c'était vraiment fatigant puisque moi, je pensais rentrer de tout ça et me dire, bon, ben, j'ai vécu des choses, c'est sympa. Et en fait, non, ça continue. C'est-à-dire que chaque nuit, j'ai quelque chose du monde invisible, quelqu'un qui vient me visiter. À chaque fois, c'est différent et on vient me parler et ça chuchote. Et au point où et à ce moment-là, je travaillais chez TF1, au point où parfois, je ne dors que 45 minutes. Et donc, j'arrive au bureau complètement éclaté. On me dit, mais ça va. Donc, on peut rien dire. On va pas dire non, mais ça va pas. On me chuchote la nuit à l'oreille. Donc, on va pas raconter ça. Et donc, voilà comment ça commence. Les visions et on va dire les rêves et les chuchotements reprennent parce que ça avait été là de très jeune et puis ça s'était coupé et voilà. Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM 98.fr sur Internet. Dans le noir, on voit mieux de Céline D'Artagnan. Il y a eu aussi la vision du jeune homme, les yeux bridés, qui vous dit que nous t'attendons là-bas en Mongolie. Voilà, alors du coup, j'ai beaucoup de visions et de choses qui se passent la nuit, au point que il y a certaines nuits, j'encaisse, ça me fait pas peur. Certaines nuits, je dors avec la lumière allumée. Au bout du compte, je me dis quand même, ça se trouve que je fais un épisode psychotique. Donc moi, je reste hyper terre à terre, donc je vais voir ma psychiatre. Et je lui dis, je pense que je fais un épisode psychotique ou peut-être un épisode schizophrénique. J'entends des voix, donc je lui explique un peu tout. Et là, elle se met à rigoler et elle me dit, mais pas du tout.
me dit pas du tout. Par contre, donc nous, on avait un modus operandi avec ces petits parce que moi, j'aime pas les médicaments. Il n'y avait pas de médicaments à prendre dans ce post-burnout. Et donc, on travaillait sur des choses vraiment assez saines et très holistiques. Et donc, elle m'a dit, bah non, mais tu devrais essayer la méditation. Et moi, j'étais vraiment à l'époque dans des sports un peu d'impact. Donc, la méditation, le yoga, la méditation, c'était très dur pour moi. Donc, je rentre chez moi et je me dis, je l'écoute parce que nos séances ont toujours eu un bienfait sur moi. Donc, je rentre tout de suite et tout de suite, je me mets sur YouTube. Je cherche la petite musique qui va bien. Je me rappelle, j'ai mis sur YouTube une musique de méditation de la rivière, l'eau qui coule, le truc qui me plaît, quoi. Et je m'allonge sur mon lit et puis la rivière, je l'entends, mais finalement, à un moment donné, j'ai cette sensation que la rivière coule en dessous de mon lit. Et ensuite, j'ai l'impression d'être la rivière, je me sens haut. Be water, my friend, hein, comme dirait l'autre. Et je me laisse aller, je pars, et là, j'ai ce jeune homme, effectivement, vous avez raison, qui se manifeste, qui est à peut-être 20 cm, même pas de moi, que je vois extrêmement bien, parce que j'ai l'impression que je pourrais le toucher, et qui a la coupe rose, donc ses joues un peu tannées, la peau vraiment brûlée par le soleil, les cheveux raides, noirs, très jeunes. C'est ça qui me frappe, parce que je lui donnerais entre 16 et 18 ans, pas plus, parce qu'il a encore des boutons d'acné, et puis même, il est très très jeune, et il a un deal bleu. Le deal, c'est ce qu'on appelle le costume traditionnel en Mongolie, le del. Et puis, il me regarde et il me dit, on t'attend. Et là, je me dis, bon, encore une énième vision, mais je sais pas ce que je vais en faire. Mais les visions sont assez, d'ailleurs, prégnantes à chaque fois. Hein. C'est assez fou. Mais là, vraiment, au bout de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, ça reste très, très vivace. Et j'en parle justement à mon ami qui est chaman, qui fait les Icaro Shipibo. Et donc, lui, il me fait rencontrer une personne, qui me fait rencontrer une autre personne. Bon, bref, et j'arrive à une autre personne qui s'appelle Anne-Sylvie Meza, qui est réalisatrice et qui va réaliser à ce moment-là un documentaire pour France 5 sur la Mongolie. Et j'en sais pas plus que ça. Je sais juste qu'elle doit faire un documentaire pour France 5 et qu'elle part en Mongolie. Bon. Et je lui raconte mon histoire et elle me dit, écoute, en gros, j'ai pas trop le temps là maintenant. Ça m'intéresse, mais on regardera plus tard quand je reviens. Viens, on se connecte sur Facebook. Donc, on reste connecté sur Facebook. Et puis, les semaines passent. Puis, un jour, je crois, je suis au bureau et j'ouvre vraiment rapidement Facebook. Et je tombe sur la photo de fin de tournage de Anne-Sylvie. Donc, il y a tout le monde, tous les protagonistes. Et surtout, il y a ce jeune homme qui est là. Et je lui dis, mais c'est lui. Et elle me dit, c'est le héros de mon documentaire et il est chaman. Et il s'appelle Shin Bayar. Et là, je me dis, mon Dieu, ok, donc il existe. Voilà. Ce qui m'a étonnée dans votre livre, Céline, c'est qu'il y a une grosse communauté chamanique à Paris. Finalement, il y a plein de cérémonies qui se font. Ouais. À Paris même. Donc, à un moment, on vous dit de ne plus aller dans les endroits sombres et enterrés, les cimetières, les boîtes de nuit, les cinémas, les musées, le métro. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entités. Oui, on me demande de ne plus aller sous terre, parce que c'est les entités de la terre, c'est les entités qui sont sous terre, et que de toute façon, tant qu'on n'est pas chaman, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, et tant qu'on, du coup, on ne sait pas négocier avec tout ça, vaut mieux oublier tous ces endroits avec des énergies bizarres. Quand je pense à tous ces gens qui prennent le métro, bon, c'est pas grave. Après, vous avez une vision de Marie, plusieurs visions de Marie. Elle vous apparaît. Oui. Elle m'apparaît lors d'abord d'une première pas une cérémonie, mais on fait en fait je sais pas comment, un soir, ma soeur m'appelle parce que effectivement le beau-père de mon ancien beau-frère est mort de manière assez violente. Et donc il y a l'urne avec les cendres à la maison. Et ma sœur me dit, c'est pas normal, je sens des choses, vu que ma sœur, ma mère, on est toutes connectées, on sent les choses. Donc, elle me demande de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi faire, parce qu'à ce moment-là, je suis pas chamane. Je sors juste des États-Unis avec toutes ces cérémonies, donc j'ai juste capté que j'arrivais à capter des choses juste en me bandant les yeux. Et donc, effectivement, je lui dis, écoute, mets-moi l'urne devant moi. Et donc, j'avais un sweat à capuche, je mets la capuche par-dessus, je ferme les yeux. Et c'est parce que je me rends compte, effectivement, que dans le noir, on voit mieux. Les visions sont beaucoup plus justes et beaucoup plus rapides.
Et en fait, à ce moment-là, je vois dans la pièce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, donc qui attendent que je puisse faire quelque chose pour eux. C'est assez fou d'ailleurs. Je vois une dizaine, trentaine de personnes. Sauf que moi, j'ai peur parce que je sais pas quoi faire à ce moment-là. Et là, sur ma gauche, ça a l'air fou, mais la Vierge Marie, donc qui apparaît avec avec un lourd manteau pourpre en velours et qui me le pose comme ça sur les épaules. Et donc, je lui dis qu'est-ce que je fais de tous ces gens parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Moi, je viens juste pour une personne, montre-moi. Et donc, hop, un par un, les trentaines de personnes qui sont là s'en vont. Et il me reste plus que la bonne personne, donc le fameux beau-père de mon ancien beau-frère. Et donc, je travaille là-dessus pour le faire passer. Donc ça, c'était une première. Et la deuxième, c'est parce que je vais beaucoup prier à la Médaille Miraculeuse, qui est une petite église dans le 6e arrondissement de Paris, à côté du Bon Marché. Il y a une fois où elle m'a montré comment apposer les mains. Voilà, donc c'est assez... Donc depuis, j'ai 2 endroits à la maison. J'ai en bas, j'ai l'endroit des esprits, plutôt Mongolie, etc., pour les cérémonies. Et j'ai un endroit au premier étage qui n'est dédié qu'à la Vierge Marie. Oui, on revient sur la première fois où elle vous apparaît. Il reste un personnage, comme vous dites, qui vous rentre, qui investit votre plexus solaire. Il est rentré dans votre... Qu'est-ce que vous en avez fait après? Ah ben, elle est ressortie par la fontanelle. Et d'ailleurs, on comprend après. Il a eu besoin de passer par le cœur pour monter Bah ça, oui, ça c'est comme ça à chaque fois. comme ça à chaque fois maintenant. Oui, mais on le comprend après quand on lit effectivement, surtout sur le bouddhisme, tous ces moines qui cherchent pendant des années et des années justement à bien mourir. Et bien mourir, c'est ça, c'est que se préparer à la mort pour que l'âme passe par cette fameuse sortie de la fontanelle. Oui, d'ailleurs, il y a un moment où vous décrivez, quand vous êtes à la fin du livre avec Nkutaya, je crois son nom, Enketuya, ouais. vous décrivez une cérémonie, et c'est tout à fait les visions d'une NDE. Enfin, on revient sur ces gens qui sont décédés d'une mort violente. Vous vous rendez compte que votre but sur cette terre, c'est de passer les âmes des parents disparus violemment et trop tôt à chaque fois. La perte du père jeune, souvent vers 9 ans, d'une mort violente. Il y a eu pas mal de personnes que vous avez rencontrées et vous voyez l'histoire. Comment ça se fait? Je vois l'histoire se répéter. C'est comme le 27 mai, c'est qu'à un moment donné, en prenant du recul, on se rend compte de certaines choses. Là, quand je commence à faire un état des lieux de mon entourage, je me dis, tiens, c'est marrant, lui, sa mère, elle a été assassinée. Lui, sa mère elle est passée par la fenêtre. Bon, on ne sait pas si elle a été assassinée. Et lui, pareil. Elle, pareil. Et là, et là, je me dis, ok, d'accord, quand je commence à arriver à 10 amis proches, très proches de moi, qui ont des parents qui sont morts en dessous de l'âge de 10 ans. Oui, là, je commence à me poser des questions. Donc, je me dis effectivement peut-être que une des missions, c'est ça. La deuxième, je ne l'ai pas écrite dans le livre parce que c'est quelque chose, c'est assez marrant, mais c'est la dernière fois, ma mère a visité en vision et en rêve Enketuya, ma deuxième prof, qui est au lac Roswell, que ma mère n'a jamais vu. J'ai jamais montré dans quoi vivait Enketuya et elle m'a décrit, mais littéralement au détail, l'endroit où elle vivait, les gens qui étaient avec elle, le nombre d'enfants. Enfin, c'était assez fou. Elles ont eu une discussion et donc Enketuya, et c'est vrai, parce que ça fait un moment qu'on le savait, Enketuya lui dit, ah, mais vous, votre mission, en tout cas votre lignée, porte bonheur et porte chance. Et ça, c'est vrai que chaque fois qu'on fait des prières dans ce sens-là, en tout cas, voilà, c'est notre truc. On porte bonheur, on porte chance. Alors, vous êtes parti en Mongolie, vous n'avez pas rencontré d'abord... Shinbayar, non. Vous avez rencontré tout au début... Rangsook. Avec qui ça s'est mal passé par la suite, il était trop gourmand. Oui, alors, au début, moi, je vais en Mongolie pour rencontrer ce jeune homme. Donc, c'est très bizarre, parce que je me dis, mais je vais aller quand même en Mongolie voir un jeune homme, alors que je suis plus âgée, enfin, qu'est-ce que je vais lui raconter? Le pauvre, il va flipper. Celle qui prépare mon voyage, donc Shuka, qui est une Mongole qui parle français, me dit, donc eux, ils sont quand même assez avec son mari, très spirituel, très pratiquant sur le chamanisme. Et ils me disent, ça serait bien quand même que tu protèges ton chemin avant d'aller voir Shinbayar, parce que Shinbayar habite assez loin.
je m'exécute, hein, moi j'écoute, hein, donc je me laisse porter par le voyage, hein, et le lendemain on prépare une cérémonie de protection du voyage. Ce qu'on pourrait faire, hein, chez les Touaregs, hein, avant de partir sur un long trajet, on protège, ou ce qu'on faisait d'autres peuples, ou quand effectivement on passe des rites de passage et il faut partir et se désolidariser du clan, on va protéger. Et pendant cette cérémonie, effectivement, je pars avec un vieux chaman qui s'appelle Rangsook et qui m'apprend que je suis chaman de la lignée de ma mère. Donc là, s'ensuit toute une discussion où moi je pense qu'on peut apprendre dans les livres. Il rigole, il me dit non, pas du tout, il faut apprendre à l'oral, c'est séculaire quand même. Et donc il devient mon prof pendant un petit moment. Donc il va m'apprendre pas mal de choses, Rangsook, jusqu'à un point où, effectivement, il y a quand même à un moment donné une fracture, on va dire, culturelle. Rangsook, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien demandé, qui est quelqu'un qui a une grande bonté de cœur et qui milite énormément pour la nature. Mais bon, après, il a rencontré une femme qui, le poussait à plutôt demander. Donc, la fracture, elle est plutôt, à ce moment-là. Mais bon, ça ne nous empêche pas encore de nous écrire ou quand je vais en Mongolie de le voir. C'est pas du tout étrange pour les Mongols que quelqu'un rêve de vous à 10 000 kilomètres et vienne vous voir. Ça leur semble tout à fait normal. Et là, après, vous rencontrez le jeune Chiné Bayard. Ouais, Chine Bayard. Non, ça leur paraît pas fou. Je leur demande justement. Et ils me disent non, nous, ça veut dire que tu apportes le bonheur et la chance. Voilà ce qu'ils me disent. Alors, Chiné Bayard, vous avez une vision en arrivant chez lui que sa mère l'a frappé. Et en vérité, c'est parce qu'il voulait se suicider. Il passe par le bouddhisme et ensuite par le chamanisme. Oui, alors Chine Bayard, il est assez jeune et il a une histoire assez triste quand même, jeune. Donc c'est une famille, j'arrive dans une famille qui vit très, très, très modestement et qui s'aime à la folie. J'ai une famille devant moi, j'ai jamais vu une famille aussi unie et aimante. Et effectivement, en rentrant dans la pièce, je sens tout de suite il s'est joué, en tout cas, ça a été le théâtre d'une scène assez lourde en émotion que j'arrive à retranscrire à la mère en lui demandant pourquoi je la vois se battre ou se déchirer avec son fils et il passe de cette pièce à une autre et j'arrive pas à comprendre et la maman commence à avoir les larmes, Chine Bayard aussi, puis tout le monde, puis en expliquant ça, je vois que tout le monde commence à vraiment pleurer et donc la traductrice me traduit et me dit Chine Bayard, depuis tout petit, il est épileptique au point où il s'écroule par terre 5 fois par jour. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, au début, ils ont été voir. Alors, ils n'ont pas trop de moyens parce qu'ils n'arrivent même pas à prendre des cachets pour l'épilepsie tellement ça coûte cher. Donc, pour eux, au début, il faut qu'ils deviennent moines. Donc, ils envoient Chine Bayard assez jeune, je crois, vers 13-14 ans, à Ulaanbaatar, chez les moines bouddhistes, où il va devenir moine bouddhiste pendant quelques années. Mais les crises d'épilepsie continuent. Et là, on va lui dire, non, en fait, tes crises d'épilepsie vont s'arrêter le jour où, en fait, tu comprendras que tu es chaman. Et depuis, en fait, il est devenu chaman. Alors, il change régulièrement, encore. Là, il est coiffeur, mais en même temps, on peut avoir deux métiers. On peut être coiffeur et être chaman. On peut jongler avec les deux. En tout cas, depuis mon passage, en tout cas, la famille a récupéré des petits boulots à droite à gauche et ils ont pu prendre et acheter le cachet pour Bayard. Ouais. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de cette Chloé qui était hospitalisée que vous avez... Oui, Chloé. C'est vrai que je ne l'ai pas écrit. Tout le monde me pose la question. Ouais, J'avais oui. envie d'écrire que Chloé va très bien. Elle est guérie. Elle est en rémission. Naturellement, je n'allais pas le mettre parce que je ne voulais pas qu'on confonde tout et qu'on se dise tiens, on peut arriver à Gustave Roussy, mettre les pieds de quelqu'un dans du terreau et on guérit. Et j'avais pas envie d'écrire ça parce que voilà, c'est très engageant. Mais non, Chloé, je l'ai suivie à peu près pendant 2 ans. Il y a eu cet épisode effectivement à Gustave Roussy, je ramène très étrangement du terreau, et où je la vois sortir. Et elle est sortie 15 jours plus tard, effectivement. Vous voyez le manteau beige et Ouais. comme il est dans le placard, vous la voyez partir avec son manteau beige. Bon, c'est une bonne nouvelle. Troisième et dernière partie de cet Au-delà du miroir, toujours avec Céline D'Artagnan, en un seul mot, dans le noir, on voit mieux, aux éditions, Mama Édition. On va partir, alors, vous en avez un peu marre de la Mongolie, donc vous décidez de prendre un peu de recul et vous partez à l'abbaye de Lérins, où là, il y a 22 moines, dont le père Marie. Et je reviens un peu sur ce qu'on disait en première partie, le fait que quand on est chaman, on est seul. Moi, je me dis que le père Marie porte bien son nom, parce que finalement, c'est un peu comme un mari pour vous.
C'est un peu, alors, pas comme un mari, mais c'est un peu comme Un grand frère. oui, ou un autre père, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte beaucoup. C'est vraiment un très très bon ami aujourd'hui. Et on a beaucoup d'échanges sur un peu tout. C'est quelqu'un qui a une culture énorme et qui m'a beaucoup appris sur de la philosophie, sur de la théologie ou même échangé sur la vie en général. Donc, c'est quelqu'un qui a une très très grande ouverture et une ouverture d'esprit et une intelligence assez fine, ouais. Une grande complicité, j'ai noté, moi. Oui. Vous vous rendez compte que quand on est chaman, on est seul, mais je me suis dit non, elle n'est pas seule, elle a quand même cet homme qui, je pense, elle peut l'appeler à n'importe quelle heure, elle peut y aller quand ça va pas. Il n'est pas très loin de chez vous maintenant en plus. Alors, il n'est pas très loin de chez moi, effectivement, et c'est vrai que sa porte m'est toujours ouverte. Ça, c'est vrai. J'ai de la chance. Vous vous dites aussi, je me rends compte que je suis bavarde pour meubler le silence des gens. Et ça, j'adore cette phrase. Alors, depuis moins, je pense que quand on devient chaman, on devient plus taiseux. On est plus dans l'écoute, etc. Mais effectivement, au démarrage, on est quand même assez bavard. En tout cas, moi, je l'étais pour justement meubler. Et puis, petit à petit, plus on avance dans la connaissance, moins on connaît rien, j'ai envie de dire, et du coup, plus on se tait. C'est assez bizarre, mais j'ai l'impression que je le sens comme ça. Après, il y a donc ce voyage au Maghreb dans le désert, Ouais. où là, c'est la première fois que vous allez là-bas. La première fois que j'allais en Algérie et première fois que j'allais une partie de l'Algérie qui s'appelle le Tassili Najer, le désert du Sahara. Ouais. Rencontré encore un homme qui a perdu son père très jeune, Oui, de manière violente. oui. À un moment, vous êtes seuls tous les deux et c'est que ça vient comment? Par vision? Comment? Où vous vous dites, c'est parce que finalement, on est coincés là tous les deux à regarder les étoiles. Non, alors c'est la personne qui perd son. Alors c'est un autre moment, mais la personne qui a perdu son père très jeune, etc. Je le comprends. C'est un moine bouddhiste qui est colombien et qui s'appelle Frère Kiet I et que je rencontre au village des Pruniers parce que j'ai un ami qui me traîne au village des Pruniers. Et donc, je me lie d'amitié avec ce frère qui est colombien, qui a appris dans la jungle tout ce que doit apprendre, effectivement, parce qu'il est d'une lignée de chaman. Et il connaît beaucoup de choses aussi sur tout ce qui est curandero, donc tout ce qui est soins et voilà. Et je comprends que c'est son grand-père qui lui a tout appris et qu'il a perdu effectivement son père assez jeune. Et donc, à partir de là où je sais plus, on échange et je lui dis, ah bah tiens, je raconte cette histoire étrange où tous ceux qui ont perdu leur père jeune se retrouvent en face de ma route. Et donc, ce frère moine bouddhiste va complètement craquer et va pleurer dans mes bras. Et donc ça, c'est un moment assez fort. Donc on est restés amis aussi. Et après, dans le désert, non, il n'y a personne qui a perdu son père, mais on fait une grosse cérémonie. On fait une cérémonie dans le désert du Sahara en sachant qu'on n'est pas très loin de la Libye et du Niger. Donc je prends mes précautions. Hein, je ramène pas donc à ce moment-là, je suis chamane, mais je ramène pas mes outils ni rien. Mais on fait cette étrange cérémonie et je choisis un lieu particulier parce que je vois pas en fait que le lieu que j'ai choisi, il est collé à une crevasse et dans cette crevasse, il y a une fresque que je décris dans le bouquin. Donc c'est une petite dame qui fouette, j'ai l'impression, une douzaine d'hommes. Et en prenant donc la lampe torche de mon téléphone, je me rends compte, et en balayant comme ça rapidement, je me rends compte qu'en fait, il y a un autel au pied de cette fresque, qu'il y a des libations de lait, des libations de sang, qu'il y a des pattes de mouton qui sont encore cassées, qu'il y a du verre brisé. Donc, c'est encore un site rituel qui est en activité et donc ça perdure encore au fin fond du désert. Et donc, on fait cette cérémonie qui est franchement qui est extraordinaire pour tout le monde. C'est une des plus belles choses qui soient arrivées durant ces jours. Et quand on revient au camp, j'ai un des Touaregs le plus âgé qui se permet de venir me voir et qui me dit, qui vient me voir, parce qu'il ne se permet pas, mais voilà, on papotait de toute façon tous les soirs, tous les deux, mais il se permet de me dire plutôt, bah, écoute Céline, tu sais quoi, tu aurais dû nous dire que tu faisais ça, parce qu'on aurait participé. Là, je lui dis, ah, mais c'est quand même tendu et tout.
c'est difficile quand même de parler de ça. Et il me dit, non, nous, on fait ça encore. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, parce que c'est beaucoup interdit, effectivement, dans certaines religions, mais on se rend compte qu'il y a encore, effectivement, des rites séculaires, il y a encore des choses très archaïques qui circulent en sous-marin dans des milieux extrêmement sauvages. Oui, fermé. Mais c'est bien. Bien, donc il y a aussi le passage à Notre-Dame et un faisceau lumineux. J'aimerais bien que la prochaine fois que vous veniez à Paris, on se donne rendez-vous sur le parvis pour voir si je capte ce faisceau lumineux, malgré le fait que la cathédrale a brûlé. Alors, vous quittez TF1 définitivement, et là, le livre est à la fin, c'est 1 an avant le Covid. Vous entendez une voix qui vous dit « Allez, tu n'es pas encore parti ». Et donc là, vous décidez de quitter la région parisienne et vous trouvez une maison tout en haut d'une colline, perchée sur la montagne. C'est ça. Alors, je pars de TF1 le cœur lourd parce que ça a été des très belles années, même si on me retient chez TF1. On me propose plusieurs postes. Mais finalement, je décide de partir parce que je sens que il y a plein de choses que j'ai envie d'exprimer, que j'arrive pas à exprimer et que j'arrive pas à exprimer même en allouant 1 heure en dehors du travail par soir, qu'il me faut beaucoup plus de temps. Et donc, je pars et je déménage de Paris. De toute façon, je sens qu'il faut aussi que je change d'environnement et de contexte. Je loue une petite maison, ce que j'appelle sur le Nid d'Aigle, parce que c'est un village qui surplombe tout le 06. Donc, c'est extrêmement... Et tout le Var, d'ailleurs, tout le 83. Donc, c'est extrêmement beau. Et là, je vais commencer à poser et à tisser la toile de tout un pan de réflexion sur l'animisme, sur la place du chaman et du chamanisme en Occident, qu'est-ce que c'est l'animisme et pourquoi l'animisme sont à la pointe des enjeux de demain, de réfléchir à ma marque, beau, etc., etc., etc. Tout ça, je le fais en ping-pong avec Frère Marie pour voir si je suis toujours dans les clous. Si ce que je fais n'est pas sectaire, si voilà, à chaque fois on va aller faire l'exercice intellectuel jusqu'au bout pour vraiment avoir quelque chose d'éthique, de correct, de carré, voilà. La création de l'ACA, ACA. Oui, de l'ACA. C'est quoi l'ACA? L'ACA, alors c'est la première chose que je fais, c'est que je monte une association qui est donc l'ACA, l'association des cultures animistes, et donc l'ACA a pour but effectivement d'offrir des cérémonies, donc ce que j'appelle des services cultuels, puisque pour moi être chaman c'est offrir un service. Je suis pas dans un service commercial, je suis vraiment dans un service et un don de soi. Donc voilà. Il y a des cérémonies qui sont publiques pour les solstices, il y a des cérémonies qui sont privées lorsqu'on a des choses beaucoup plus privées à me confier. Et l'ACA derrière a aussi une mission de sauvegarde des savoirs ancestraux. Et là, c'est en train d'avancer, effectivement, puisque normalement, on va travailler avec une jeune start-up qui a une technologie qui pourrait nous céder sa technologie gracieusement. Et cette technologie permet ça permet en tout cas de prouver que les savoirs qu'on dépose sur cette plateforme sont des savoirs qui appartiennent à telle et telle tribu. Donc, il y a une certaine forme derrière de propriété intellectuelle et donc on ne peut pas y toucher. D'ailleurs, ils peuvent, grâce à ça, derrière, ils peuvent défendre leurs droits si ils se sentent appropriés, spoilés ou autre. Donc ça, c'est vraiment le but de l'ACA. Et aussi une première marque de produits naturels de santé. Ouais. Beau. Alors, c'est B-O-O-. Beau, c'est un vrai mot, mongol, qui veut dire chaman, qui se prononce beau, comme B-E-A-U. Et donc, ce sont des produits naturels de santé. Donc, alors là, ça démarre. Hein. Il y a quelques produits. Il y a des compléments alimentaires, des huiles essentielles, de l'herboristerie. Et donc, la particularité, il y en a 2. La première, c'est que tous les produits, comme ils sont issus à base de plantes médicinales bio, ils sont ritualisés. Au-delà du geste, effectivement, on va dire spirituel, parce que derrière, on va demander la permission, etc. Il y a quand même une philosophie de se dire, finalement, si je fais ça, c'est que philosophiquement, je me mets au même niveau que l'ensemble des éléments qui constituent cette planète. Je suis pas au-dessus, ou voilà. Donc ça, c'est aussi, ça permet, de déjouer cette espèce d'anthropocentrisme. Et aussi, parce que quand je ritualise, en fait, derrière, il y a un label. J'ai monté un vrai label qui est une marque collective de certification à l'INPI.
Et en fait, lorsque je ritualise, c'est donc à travers ce label, cette marque collective. Et cette marque collective, il y a un pourcentage qui rétribue justement sur des missions de sauvegarde des savoirs et des biodiversités. Toujours la même chose. Et pourquoi toujours la même chose? Toujours sauvegarder. La casse à sauvegarde, les produits de beau sauvegarde, etc. Le label sauvegarde. Parce que ces savoirs sont détenus par 5% de la population mondiale qui préserve 80% de la biodiversité. Donc, on ne peut pas d'un côté dire on va planter que des arbres et ne pas s'occuper des peuples autochtones qui détiennent ces savoirs. Et on ne peut pas s'occuper des peuples autochtones en oubliant la partie de ce qu'on appelle des expressions culturelles, c'est-à-dire leur spiritualité, etc. Tout est lié. Donc, en préservant effectivement ces peuples, ces savoirs, on préserve aussi la biodiversité. Donc, il y a un vrai écosystème de préservation derrière ça. Vous dites dans votre livre, je crois que c'est juste en 1992 que en Mongolie, les chamans n'avaient pas le droit de pratiquer sous peine de prison, voire de mort. Il semblerait que tous ces peuples animistes soient plus forts quand même que le reste, parce que même s'ils sont que 5%, ils sont encore là. On ne les empêchera pas d'être là. La tradition. C'est le récit de Rangsook. À un moment donné, je laisse un chapitre où je laisse Rangsook parler et où il explique effectivement que ses parents ou ses grands-parents sont passés à côté de la prison du goulag parce qu'ils étaient chamans. Donc tout ça, c'était juste avant le Covid. Vous avez senti bien le vent tourner. Vous êtes mieux là-bas. Oui, très bien. Ça vous a pas empêché de retourner en Mongolie quand même? Si, pour l'instant, les vols sont pas ouverts, mais normalement, je devrais y retourner juin, juillet, août, puisque pour Beau, on part faire 2 fois 1500 km avec des botanistes, des ouvriers, une cuisinière, etc., dans un mini-van UAZ, donc c'est des mini-vans russes. Et on va aller voir tous les producteurs de plantes médicinales qui font donc pas de la production de masse, mais qui ce qu'on appelle du wild picking, donc qui vont faire de la cueillette sauvage, et donc voir comment on peut mettre en place toute l'usine d'huile essentielle directement là-bas. Ce serait bien de garder des parts de marché en ce moment. avant que oui. Le marché bio. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Dans le noir, on voit mieux, c'est aussi le fait que, en tant que chaman, on vous colle un truc sur la tête, là, assez lourd, et vous voyez rien du tout. Hein. Donc, les chamans, ils ont leur casque, c'est pour qu'ils ne le voient pas ou qu'ils voient l'invisible. Oui, on voit mieux effectivement dans le noir et on colle effectivement un masque devant les yeux pour justement rentrer un peu plus en transe, même si, dans les faits, je rentre en transe très rapidement. Parfois, il suffit que... Les cérémonies, c'est tout un contexte de faune, de flore, de gens qui sont avec nous, de lieux. Et c'est vrai qu'il y a des lieux, par exemple, sur le sanctuaire de Ovo, qui est le sanctuaire d'Enketuya, où il n'y a que des Ovo. J'ai pas le temps de rentrer, de mettre mon costume, que je suis déjà en transe. Donc, j'ai même pas besoin de jouer du tambour. Ça va vite. Ça, c'est étonnant, ça. Le fait que vous soyez déjà en transe avant même d'être habillé. Je pense que c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe. C'est l'endroit, c'est le lieu. C'est l'endroit, c'est le lieu, je sais pas, parce qu'avec Rangsook aussi, une des premières cérémonies qu'on a fait ensemble d'introduction aux esprits, on n'avait pas de tambour. Donc on est rentré en transe assez fort. Et vous avez tapé dans vos mains, c'est pas là où vous tapez dans vos mains et vous vous écorchez les mains? Si, c'est dans cette cérémonie où effectivement j'ai commencé à frapper du poing sur le sol où effectivement on n'avait pas du tout de tambour. Bon, je vous remercie. Céline D'Artagnan, Dartanian, Dans le noir, on voit mieux. Les épreuves d'une chamane aux éditions Mama Édition. Rappelez-nous les sites. Pour tout voir, le mieux, c'est d'aller sur célinedartagnan.com et puis ça redispatche sur toutes les activités. Ok, donc c'est pas que les chamans de Mongolie, c'est tout ce qui est animisme, tout ce qui est... Il y a tout, voilà. Exactement, il y a la il y a le label, il y a la marque, etc. Merci beaucoup, Céline Merci Joël. D'Artagnan, merci beaucoup.